Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Papier Crayon. Nous continuons avec cet épisode notre série sur l'interculturalité. Nous vivons aujourd'hui dans un monde connecté nous permettant de communiquer facilement avec des personnes à travers le monde entier. Mais pour rendre possible cette communication, il y a un besoin, parler une langue commune. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à la question du bilinguisme. Cette question du bilinguisme est complexe, tout d'abord parce qu'elle fait entrer en jeu un certain nombre de problématiques politiques et identitaires, mais également parce qu'un certain nombre d'arguments pour et contre le bilinguisme précoce ont déjà été entendus de la part de spécialistes du langage. Pour introduire ce sujet, écoutons tout d'abord Paola Buswell qui nous explique comment il est possible d'exposer les enfants à une seconde langue à l'école, et ce, dès la maternelle. Alors, je suis Paola Buswell, je suis la directrice de l'école M, qui est une école maternelle bilingue à Paris. J'ai commencé à enseigner déjà dans une école bilingue il y a 9 ans, bilingue français-anglais donc, après avoir fait donc, un master en histoire et passé le concours de recrutement des professeurs des écoles. Et donc, après quelques années dans une autre école en tant qu'enseignante, cette année, on a ouvert l'école M, qui est une nouvelle école bilingue à Paris. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans une école bilingue plutôt qu'une école classique ? Alors, pour être très honnête, c'était un peu le fruit de hasard. Quand j'ai passé le concours de recrutement pour être professeur des écoles, je n'avais pas de nationalité européenne, donc j'ai dû le passer dans le privé sous contrat. Beaucoup des écoles privées sous contrat, laïques en tout cas, sont bilingues. J'ai commencé un peu par hasard dans une école bilingue. Après, je suis moi-même bilingue. Et donc ça m'intéressait. J'ai une fille à Paris j'avais déjà une fille qui grandissait entre 3 langues, donc c'est un sujet qui m'intéressait. J'étais ravie, mais à la base c'était pas une recherche spécifique. Voilà, j'ai commencé comme ça par hasard et j'ai trouvé ça très intéressant, bien sûr. Et voilà, donc après quelques années dans ce milieu-là, je m'y plais de plus en plus, je m'y intéresse de plus en plus et je le découvre de mieux en mieux. Et du coup, on peut commencer à être dans une école bilingue dès la maternelle. Les élèves qui viennent dans cette école, du coup, ils parlent anglais de base ou est-ce qu'ils apprennent anglais à l'école ? Alors, il y a les deux cas de figure, mais à Paris, la plupart des enfants, dans les écoles où j'ai enseigné en tout cas, ne parlent pas anglais en arrivant. Certains ont déjà été éveillés à la langue, j'ai envie de dire, soit par des voyages, soit en lisant quelques histoires avec papa et maman. Certains ont un des parents qui parle un peu anglais. Mais la plupart des enfants arrivent en ayant été assez peu exposés à l'anglais. Il y en a bien sûr qui viennent de familles anglophones ou des familles vraiment bilingues. D'ailleurs, beaucoup viennent de familles bilingues, mais pas forcément français-anglais, avec d'autres langues. Mais voilà, beaucoup arrivent à 2-3 ans et c'est leur premier contact avec la langue anglaise. Et du coup, comment c'est organisé une journée dans une école bilingue ? Est-ce qu'il y a la moitié de la journée en français et l'autre moitié en anglais ? Est-ce que c'est un mélange ? Est-ce qu'il y a des matières spécialement en anglais et d'autres en français ? Alors, je pense que ça dépend vraiment des écoles. Chaque école a une organisation qui lui est particulière. Il y a des écoles où c'est la moitié de la journée. Il y a des écoles où la plupart du temps de la journée est en français et puis il y a des moments en anglais. Nous, à l'école M, on a choisi d'avoir 2 enseignantes dans chaque classe, une qui est francophone et une qui est anglophone. Et donc, toute la journée se passe dans les 2 langues. Et ça se fait assez naturellement dans le sens où... surtout en maternelle, c'est assez rare que toute la classe soit en activité avec une seule enseignante. Nous travaillons beaucoup en petits groupes ou même individuellement avec un enfant, avec 2 enfants. Et donc, quand un enfant est avec l'enseignante anglophone, il va travailler en anglais. Quand il est avec l'enseignante francophone, il va travailler en français. Et ils arrivent à jongler comme ça entre les 2 langues ? Ils font quand même des erreurs un peu, ils mettent des mots anglais quand ils parlent français, ou est-ce qu'ils arrivent vraiment à se rendre compte que c'est 2 langues différentes et qu'ils les utilisent dans des temps différents ? Ça dépend vraiment du niveau de l'anglais de l'enfant quand il arrive à l'école. Un enfant qui parle pas du tout anglais, je dirais, il s'y rend compte. Il sait qu'il y a une enseignante qui parle anglais, l'autre qui parle français. Mais bien entendu, au tout début, il va dire très peu de mots en anglais. Il apprend quelques mots au début, mais il va parler en français à la maîtresse anglophone qui va lui répondre en anglais. Et c'est petit à petit qu'il y mettra de l'anglais dans ses mots, dans ses phrases. Mais ce n'est pas une confusion. Il jongle très bien, si je peux le dire. C'est juste qu'il n'a pas beaucoup de balles en anglais pour jongler pour l'instant. Et puis les enfants qui arrivent et qui parlent déjà anglais ou qui ont un peu d'anglais,
Ça se fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de confusion, en tout cas. Il peut y avoir des mélanges dans une phrase. Si un enfant veut demander quelque chose et qu'il connaît... par exemple, il est en train de jouer avec une poupée et il dit I want the jupe bleue. Voilà, parce qu'il connaît I want, mais il ne sait pas dire la jupe bleue en anglais, il va le demander quand même. Mais pour moi, c'est pas un mélange parce qu'il ne l'a pas compris, c'est juste que son but premier est de se faire comprendre. Et pour les enfants qui ne parlent pas du tout anglais à la maison, qui du coup s'initient à l'anglais dans l'école, à peu près combien de temps en moyenne, même si j'imagine que ça change en fonction des personnes, mais ils mettent à pouvoir communiquer et avoir une vraie réflexion en anglais avec l'enseignant? Alors, c'est vraiment très varié. C'est très difficile de donner un délai moyen, on va dire. Et ça dépend beaucoup de l'âge avec lequel l'enfant arrive. Donc, un enfant qui arrive et qui a 3 ans, par exemple, il peut rapidement dire des mots comme hello, good morning, thank you. Après, faire vraiment des phrases. Un enfant de 3 ans, il commence tout juste à faire des phrases dans sa langue maternelle. Donc, le temps que ça vienne en anglais, ça prend un peu plus de temps. Et je dirais qu'un enfant pour un enfant qui a très peu d'anglais ou qui n'a pas du tout d'anglais à la maison, il va avoir enfin c'est très difficile à dire, après une année, après 2 années à l'école, il pourra dire des petites phrases, il pourra communiquer, mais en n'ayant que l'anglais à l'école, il faut quelques années pour qu'il puisse être vraiment à l'aise et avoir cette réflexion, cette discussion, former vraiment des phrases plus complexes. Ça prend un peu de temps. Et j'imagine que c'est accéléré quand ils parlent aussi anglais un peu après à la maison. Ça arrive que des parents se mettent à parler anglais aux enfants qui commencent à savoir parler anglais, ou généralement il y a vraiment une délimitation maison-école pour ces élèves-là? Alors, ce qui est sûr, c'est que plus l'enfant entend de l'anglais et plus il est amené à communiquer en anglais, le plus rapidement ça se met en place. Donc, quand les parents peuvent avoir une source d'anglais à la maison, on va dire, ça va un peu plus vite à l'école. Des parents qui se mettent à parler anglais, je n'en connais pas vraiment, avec l'enfant en tout cas. Je pense que c'est très difficile quand son enfant a déjà 3-4 ans de dire « je change de langue maintenant ». Ce qu'ils peuvent faire, et on les encourage à les faire, c'est si on lit une histoire et que l'histoire est en anglais, il va lire l'histoire en anglais à l'enfant. Donc, ce n'est pas vraiment un changement dans sa façon de communiquer avec l'enfant, mais avoir des moments en anglais pour une histoire, pour une chanson, parfois pour rigoler un peu. Quand on fait un jeu, on peut dire ce petit personnage, il va parler en anglais. Ça aide beaucoup. Et puis, les familles utilisent aussi d'autres personnes. Donc, ça peut être une nounou. Voilà, s'il y a une nounou qui vient chercher l'enfant après l'école, ils vont chercher une nounou plutôt anglophone, parfois de la famille. Des voyages qu'ils vont organiser plutôt, s'ils le peuvent, dans des pays anglophones. Donc, tout apport de langue anglaise en dehors du temps d'école, ça va s'ajouter à l'exposition que l'enfant a à l'école et ça va l'aider sûrement. Et du coup, ils sont sensibilisés aussi à la culture anglophone, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis? Oui, absolument. Et pour moi, c'est un des piliers même pourquoi une école bilingue. Pour moi, c'est pas qu'une question de linguistique, on va dire, c'est une ouverture à différentes cultures. Nous, par exemple, on est en train d'organiser une grande fête de Thanksgiving pour la fin du mois de novembre. Et ça, dans toutes les écoles que j'ai connues, absolument, les enseignantes sont d'origines diverses, mais de pays anglophones. Et l'idée de cette ouverture à la langue, c'est pas juste de leur apprendre à parler la langue, mais de leur apprendre, pourquoi je parle une autre langue, je viens d'un autre pays, dans ce pays, on fait des fêtes qui sont différentes, on vit différemment, et ça fait absolument partie du programme, on va dire, des écoles bilingues. Dans les écoles classiques, on entend souvent les enseignants dire que c'est compliqué d'arriver au bout du programme avant la fin de l'année. Même en maternelle, il y a un certain nombre de bases qu'on essaye de poser avec les élèves. Comment est-ce qu'on arrive à arriver au bout de ce programme quand on a 2 langues, alors que j'imagine que ça fait perdre un petit peu de temps quand même? C'est quand même une logistique aussi derrière à roder peut-être. Je pense que, alors, il y a la question du programme. Elle est un peu, je dirais pas moins présente en maternelle, mais en maternelle, le programme, il est moins divisé par année, on va dire. On a des compétences, des acquisitions qu'on souhaite transmettre à l'enfant sur les 3 années, mais c'est un peu plus souple. Et surtout, l'anglais n'est pas une matière à part, j'ai envie de dire, en maternelle. L'enfant il est
il est à l'école, il va faire des mathématiques en anglais, on va faire des sciences en anglais, on va raconter des histoires, on va développer beaucoup de choses, beaucoup des compétences qui font partie du programme de l'éducation nationale, on peut les travailler en anglais avec les enfants. Donc, je ne dirais pas du tout que c'est une perte de temps. C'est juste une façon différente de s'organiser, on va dire, pour travailler tout ce qui doit être travaillé en maternelle. Et pourquoi choisir français-anglais et pas une autre langue ? Alors, le choix de l'anglais, c'était une question quand on pense aux compétences qu'on souhaite transmettre à l'enfant, sachant que le monde change vraiment vite et qu'on ne sait pas trop dans quel monde ils vont vivre dans 20 ans. Pour moi, la capacité de communiquer avec à peu près n'importe qui dans le monde, c'est quelque chose de très précieux qu'on peut transmettre aux enfants aujourd'hui. Et l'anglais est aujourd'hui la langue qui est vraiment utilisée dans les communications internationales. Donc voilà, le choix de l'anglais, c'est ça, c'est cette question d'ouverture au reste du monde qu'on peut proposer à l'enfant, tout en valorisant bien entendu toutes les autres langues les enfants arrivent, beaucoup d'entre eux sont bilingues, beaucoup d'entre eux parlent d'autres langues à la maison. Il ne s'agit pas du tout de dire c'est l'anglais qu'il faut apprendre, mais c'est une langue qui, aujourd'hui, pour moi, c'est une des compétences de base qu'il faut qu'on transmette aux enfants à l'école. Et vous organisez des classes vertes dans des pays anglophones ? Alors non, pas pour les maternelles, ils sont encore très petits. Mais plus tard, enfin, d'autres écoles bilingues, je sais qu'elles en organisent. Pour les plus grands, oui, à partir de l'élémentaire. Et est-ce qu'on a vraiment des enfants de tout niveau qui arrivent en maternelle dans des écoles bilingues, ou est-ce que généralement c'est une population quand même assez ciblée avec des parents qui sont très sensibilisés aux questions éducatives, ou est-ce que vraiment comme dans n'importe quelle école on va retrouver tout type d'enfants avec des parents qui sont sensibilisés à l'école, d'autres non ? Alors, il y a la question pour les écoles bilingues, surtout français-anglais, ce sont des écoles privées. Donc, ce sont des parents qui ont déjà fait une démarche d'aller chercher une autre école. Donc, ils sont un peu forcément plus sensibilisés à la question de l'éducation. Et justement, les parents, d'où vient cette démarche de mettre leur enfant dans une école bilingue ? Quels sont vraiment les enjeux pour eux que leur enfant parle dès la maternelle l'anglais ? Alors, je pense que ça vient du fait, aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que plus le bilinguisme est installé, plus l'enfant est exposé tôt à une deuxième, à une troisième langue, mieux il pourra l'apprendre. Donc, l'idée vient de là, de dire si mon enfant apprend à parler l'anglais à 3, 4, 5 ans, il va le parler parfaitement, ou en tout cas, il sera bilingue. Donc les parents, quand ils viennent nous voir, beaucoup d'entre eux disent « Pour moi, ça a été tellement difficile d'apprendre l'anglais, moi, je vais leur offrir la chance d'apprendre ça de façon plus naturelle, donc en commençant très tôt. » Et il y a beaucoup de demandes de la part des parents pour mettre leur enfant dans des écoles bilingues. C'est compliqué de monter une école bilingue par rapport à une école de pédagogie alternative, par exemple. Est-ce qu'il y a autant de demandes et d'attentes ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour des écoles bilingues. Et quand je reçois des parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l'école, c'est en grande partie parce que c'est une école bilingue. Nous proposons aussi des pédagogies alternatives, et ça intéresse les parents, ils sont contents. Mais pour beaucoup, c'est le fait que l'école soit bilingue qui les attire chez nous. Donc oui, la demande, elle est importante. Après, est-ce que c'est plus compliqué ? Je pense que comme tout axe d'un projet pédagogique, on va dire, ça demande de l'investissement de temps, ça demande de la réflexion, ça demande d'avoir un personnel qui est formé, ça demande une formation continue aussi, ça demande... oui, c'est une mise en place qui est complexe, je dirais, mais qui n'est peut-être pas plus complexe que si on s'est donné d'autres objectifs, on va dire. Et tout à l'heure, tu me disais que c'était surtout des écoles privées. Comment ça pourrait être mis en place dans le public selon toi ou... Alors, ça pourrait sûrement être mis en place. Reste la question de qui ferait cet enseignement anglophone dans une école publique. Donc aujourd'hui, nous avons des professeurs anglophones. Dans une école, l'école publique doit accueillir beaucoup plus d'enfants que l'école privée. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on trouverait autant de professeurs anglophones. Après, ce qui se fait beaucoup dans les écoles publiques, c'est un éveil à différentes langues, que ce soit l'anglais ou à d'autres langues. Mais il y a un projet quand même de mettre des cours en anglais dès le plus jeune âge qui commence petit à petit à se mettre en place. Et justement, les enfants, ce que tu disais que tu avais déjà travaillé dans d'autres écoles, donc j'imagine que c'est des enfants qui ont continué leur scolarité et tu as peut-être des échos de ce qu'ils deviennent. Est-ce que ces enfants-là, ils vont dans une école primaire bilingue et ils continuent tout leur cursus dans des écoles bilingues ou est-ce qu'ils réintègrent des classes avec une seule langue ? Et ceux qui réintègrent ce type de classe, est-ce qu'ils ne s'ennuient pas ensuite pendant leur cours d'anglais ? Alors,
Parmi les enfants dont j'ai suivi un peu plus le parcours, ils restent souvent dans des cursus qui sont bilingues. Il y en a qui retournent dans des systèmes, ou dans des écoles monolingues. Est-ce qu'ils s'ennuient dans leurs cours d'anglais? Peut-être, sûrement. Je ne sais pas. Je n'ai pas de retour plus précis que ça. Et ici, les deux enseignantes, même celles qui parlent français, elles parlent anglais aussi, ou il y a vraiment une délimitation entre une enseignante qui parle que français et une enseignante qui parle que anglais? Il y a une délimitation dans le sens où l'enseignante francophone va parler presque exclusivement français et l'enseignante anglophone presque exclusivement l'anglais. Après, nous, c'est une école bilingue et on souhaite montrer à l'enfant que nous sommes bilingues aussi. Donc, et puis aussi, les enseignantes parlent entre elles dans la classe. Donc, il arrive que les enseignantes se parlent en français, il arrive qu'elles se parlent en anglais aussi. Et puis même vis-à-vis des enfants, moi, j'enseigne en français dans ma classe, mais il m'arrive de leur parler en anglais, de leur donner du vocabulaire en anglais parce qu'on est en train de faire une activité, que ça me rappelle quelque chose qu'ils ont fait avec la maîtresse d'anglais. Et dans l'autre sens, ça peut aussi se passer. La maîtresse anglophone, surtout là, ils sont vraiment petits. Et il est très important qu'il y ait un lien qui s'établisse entre la maîtresse et l'enfant pour que l'enfant ait envie de passer du temps avec elle et de faire des activités. Donc surtout pour les enfants qui parlent très très peu anglais ou qui ne parlent pas du tout anglais, on va privilégier la mise en place de ce lien entre les deux avant de dire je vais parler que en anglais et même s'il ne comprend pas, tant pis, un jour il comprendra. Non, ce n'est pas du tout notre démarche. Et donc voilà, elle peut être emmenée à dire quelques mots en français pour créer ce lien, toujours dans l'optique, bien entendu, de parler de plus en plus anglais au fur et à mesure que les compétences de l'enfant se développent. Et justement, je me souviens, le premier cours que j'ai eu au collège où la professeure parlait exclusivement en anglais, qui était un cours d'anglais du coup, on était tous sidérés, on se disait mais elle est folle, on va jamais rien comprendre, on va pas y arriver. Est-ce que les plus jeunes, du coup en maternelle, ont moins cette inhibition ou est-ce qu'il y en a quand même qui au départ sont un peu... Parce que je me rappelle, nous, ça avait créé un réel stress. Hein. Le fait de se dire qu'on allait avoir tout en anglais, on avait l'impression d'être perdu ou de se retrouver immergé dans un pays dont on parlait pas la langue. Est-ce qu'on retrouve un peu ce stress aussi pour les élèves de maternelle ou est-ce que ils sont plus jeunes et du coup il y a moins cette inhibition qu'on peut avoir de parler notre langue? Alors, je pense qu'il y a moins d'inhibition dans le sens où, au collège, on peut avoir une inhibition qui est presque liée à, j'ai honte de parler parce que je ne vais pas bien le faire. Ça, les enfants à 3-4 ans, ils n'ont pas du tout. Après, comme je disais, l'enfant à 3-4 ans, il n'a pas la notion de « je vais faire l'effort d'apprendre parce que c'est intéressant pour moi de l'apprendre ». Donc nous, et puis avec les petits, toute la démarche de la transmission de la langue anglaise est basée sur le plaisir d'apprendre. On n'est pas là pour créer le besoin d'apprendre parce que de toute façon, on ne peut pas. L'enfant n'a pas besoin d'apprendre à parler anglais. Tout comme il n'a pas besoin d'apprendre à compter, il n'a pas besoin d'apprendre le cycle du papillon ou le cycle de l'eau. Avec des enfants aussi petits, tout apprentissage passe par j'ai très envie d'apprendre parce que cette personne que j'ai en face de moi, elle est fascinante et ce qu'elle me raconte est super intéressant. Donc, et du coup, ça fait que notre démarche, elle est déjà d'être dans le jeu, d'être dans le plaisir. Donc non, les enfants réagissent plutôt très bien et tout comme ils vont être très curieux quand on sort une boîte avec plein d'animaux et qu'on va leur donner les noms en français, ils vont être très curieux de faire ça en anglais aussi. Ils sont plutôt très contents de découvrir ça. Ils trouvent ça rigolo quand la maîtresse anglophone va raconter quelque chose et va dire plein de mots en anglais. Au niveau de la sonorité, ça chatouille un peu leur oreille et puis c'est plutôt avec plaisir qu'ils viennent. Il peut y avoir des moments où un enfant il est triste, il est fatigué, sa maman lui manque et la maîtresse va lui parler en anglais, il ne va pas comprendre et on va sentir que il n'a pas envie. Et très vite, il va par exemple aller chercher un peu de réconfort chez quelqu'un qui parle sa langue. Mais ce sont des moments, ce sont des petits moments dans la journée et qui ne sont pas, c'est pas lié à une inhibition face à la langue. C'est juste, aujourd'hui mon besoin, ou en ce moment mon besoin, c'est d'être en relation avec quelqu'un. Et là, dans cette langue-là, je ne peux pas, donc je vais chercher ailleurs. Et pendant les pauses, pendant les récréations, pendant la pause déjeuner, comment ça se passe? Il y a une langue qui est instaurée, ça dépend de l'enseignante qui est là, ou alors chacun parle la langue qu'il veut? Au niveau des enfants, vous dites? Alors, les enfants parlent surtout français entre eux. Ça, c'est, ils vont aller vers la facilité, j'ai envie de dire. Ils vont aller vers la communication. Ils ont envie de communiquer. Le français, c'est la langue commune entre tous les enfants de la classe. Quand il y a des enfants anglophones, dans d'autres classes où j'ai enseigné, il y avait des enfants anglophones. Eux, entre eux, ils vont se parler en anglais.
Mais très honnêtement, c'est assez rare de voir des enfants anglophones qui se mélangent avec d'autres enfants francophones. Dans ce contexte-là, on est à Paris, la langue commune, c'est le français. Donc, les enfants laissés à eux-mêmes vont le plus souvent se parler en français, sauf s'ils sont vraiment anglophones. Après, on peut faire le choix par exemple, nous, pendant les repas, les maîtresses restent avec les enfants. Et donc, la maîtresse qui est anglophone, elle est là, elle va leur parler en anglais. Et donc, elle va leur donner tous les vocabulaires du repas. Voilà. On peut aussi utiliser ces moments de pause, entre guillemets. Voilà. C'est vrai qu'à 3-4 ans, tout moment est un moment d'apprentissage. Il n'y a pas de vrai moment de pause. Et on peut tous les utiliser pour rentrer en relation, pour discuter et pour transmettre du vocabulaire. Et en maternelle, si je me souviens bien, il y a quand même une initiation à la phonétique un peu pour amorcer la lecture et l'écriture. Est-ce qu'il y a ce type de cours ou d'atelier aussi en anglais? Et comment vous faites pour réussir à faire comprendre à l'enfant qu'effectivement, une lettre peut avoir plusieurs phonétiques différentes? Alors, c'est une question que toute école bilingue se pose sûrement, et les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Nous, ce que nous avons choisi de faire, c'est de faire cette initiation à la phonétique en français. Et quand elle est bien installée, quand l'enfant comprend, quand il connaît la correspondance entre les sons et les lettres en français, qu'il commence à déchiffrer, qu'il commence à lire ses premiers mots, s'il se montre intéressé par la lecture en anglais, on va le lui proposer aussi. Mais on ne va pas rentrer d'emblée avec les deux langues en même temps. Parce que les correspondances ne sont pas les mêmes, c'est un peu compliqué. Et donc, nous privilégions l'entrée dans la lecture en français. Et ensuite, on peut la démarrer petit à petit en anglais. Ceci dit, il y a tout un travail de phonétique, on va dire, qui se fait sans que l'enfant s'en rende compte, avec des comptines, avec des jeux, avec des rimes, où il va prendre conscience des différentes sonorités de la langue anglaise, sans forcément faire cette correspondance avec la graphie, mais ensuite, quand on passera à cette étape-là, comme tous les travaux de mise en place de la conscience phonétique sera déjà faite, ça peut aller assez vite après. Et en mathématiques, vous utilisez directement, parce que c'est un peu pareil, c'est aussi une association à faire. Il faut comprendre que le son 1, ça correspond à l'écriture UN, qui correspond aussi au chiffre arabe 1, qui correspond à la quantité 1, donc il y a toute une association à faire. Vous faites pareil, vous commencez par le français, puis vous allez vers l'anglais, ou alors là, comme c'est plus un peu de la manipulation, vous pouvez directement utiliser l'anglais, en fait, dans le quotidien. Alors là, on fait directement avec les deux langues, dans le sens où, et puis surtout en maternelle, les bases qu'on essaye de poser, c'est vraiment on va dire la connaissance du nombre, la comprendre que 2, c'est toujours 2. Si j'ai 2 verres, si j'ai 2 stylos, s'il y a 2 copains, ça reste 2. Si j'en enlève un, il y en aura toujours un. Comme tu disais, on est beaucoup dans la manipulation. Et la question du vocabulaire, elle se pose sûrement, mais moins. Et puis, ce sera toujours one. Il faut juste apprendre ces deux mots-là qui désignent la même quantité. Et on s'est rendu compte que les enfants sont très contents d'apprendre à compter en anglais. Et nous avons aujourd'hui dans les classes de petite section des enfants qui connaissent la comptine numérique, qui vont plus loin en anglais qu'en français finalement, parce que c'est rigolo, c'est différent, et voilà, donc ça leur parle plus. Donc pour les mathématiques, on a choisi comme des supports concrets et le même, on va dire, pour les deux langues. Il n'y a pas la question de la lettre qui va avoir des sons différents. 3, c'est 3, qu'on appelle 3, 3, c'est la même chose. Donc on utilise les deux langues. Et tu as déjà, dans ton expérience, rencontré un élève qui avait vraiment du mal avec l'anglais ou qui avait du mal à se détacher de ce qu'il connaissait déjà en français? Alors, il y a des enfants qui refusent de parler ou qui parlent très peu anglais. Par exemple, des enfants qui comprennent très bien parce qu'il y a un des parents qui parle anglais, mais qui vont systématiquement nous répondre en français. Ça existe. Et puis, il y a aussi des enfants qui ont fait un blocage dans le sens où ça ne m'intéresse absolument pas. C'est rare, j'ai envie de dire. Tout comme c'est très rare d'avoir un enfant qui dit les mathématiques, ça ne m'intéresse pas du tout, les animaux, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils sont à un âge où on peut facilement les intéresser à des choses qui leur sont présentées à leur niveau et avec du matériel qui les intéresse, avec un sourire. On arrive à les intéresser à peu près tout. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des enfants qui vont parler systématiquement en français parce qu'ils comprennent très vite que tout le monde comprend quand c'est en français et qui ne vont pas trop vouloir faire l'effort de communiquer dans une autre langue. Et c'est tout le travail, justement, voilà, c'est tout les challenges, voilà, le défi des enseignantes
dire comment est-ce qu'on va les emmener à voir que finalement, ça peut être rigolo, ça peut être intéressant, ça peut être chouette de parler dans une autre langue. Et qu'est-ce qu'il y a comme astuce pour leur montrer ça ? Je pense il faut être beaucoup dans l'échange avec eux. Il faut y croire déjà. Il faut avoir soi-même fait l'expérience. Il faut savoir que c'est chouette de parler dans une autre langue. On utilise beaucoup de chansons pour leur donner des petites phrases, pour travailler sur la sonorité, de leur donner du vocabulaire, et puis créer des situations où ils vont être emmenés à parler presque sans s'en rendre compte. On peut faire des petites pièces de théâtre, prendre des petites marionnettes, montrer quand les autres parlent anglais, on est hyper contente parce qu'on a pu échanger dans cette langue-là. Je dirais, il n'y a pas une astuce qui marche à tous les coups, sinon ça se saurait. Mais du coup là, ça va être vraiment le travail de l'enseignante. Pour chaque enfant, il faut aller chercher qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va faire qu'il aura envie de me répondre en anglais. Et justement, du côté de l'enseignant, est-ce que ça demande plus de travail de préparer une année où on va avoir une classe bilingue, ou est-ce qu'au final, il y a un équilibre parce que ça reste une journée de travail et c'est pas spécialement plus compliqué à préparer ? Je ne pense pas que ce soit plus compliqué à préparer. Là, ce qui demande plus de travail, mais finalement, c'est très chouette, c'est qu'on travaille vraiment en équipe. C'est-à-dire, quand on est dans une classe classique, il y a l'enseignante qui décide de ce qu'elle va faire. En maternelle, il y a souvent une assistante, mais il y a bien entendu dans des écoles des classes ou des enseignants qui travaillent en équipe. Mais l'enseignante reste maître ou maîtresse de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait en classe. Alors que dans une école bilingue, forcément, tout enfant a au moins 2 enseignants et qui doivent donc coordonner un peu ce qu'ils font. Et ça demande du temps, ça demande du travail, mais ça crée aussi des situations très agréables et des échanges très riches entre enseignants. Et c'est pas trop fatigant de travailler avec 2 langues toute la journée ? Moi, j'ai des amis qui travaillent, mais alors dans le monde de l'entreprise, rien à voir avec l'enseignement, avec 2 langues, et ils sont épuisés. C'est pas trop compliqué ? Alors, je ne sais pas vous dire. Enfin, moi, j'ai toujours évolué entre 2 langues. Moi, je suis brésilienne. Je parle portugais à la base. Mon mari est américain. J'ai vécu en France. Je vis en France depuis 17 ans. Donc, c'est un peu mon quotidien de toute façon. Je ne suis pas plus fatiguée. Enfin, si, je suis plus fatiguée après une journée à l'école qu'après une journée ailleurs, mais ce n'est pas à cause des langues, je pense. Du coup, on passe à ma dernière question. Si tu avais un ouvrage à conseiller sur cette question du bilinguisme à l'école ou chez les jeunes enfants, lequel ce serait ? Alors, moi, j'aime beaucoup le livre qui s'appelle « Le défi des enfants bilingues », qui a été écrit par Barbara Abdelila Bauer. Ce n'est pas spécifiquement consacré à l'école. Ça parle du bilinguisme à l'enfance. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment destiné à toute personne qui peut être emmenée à travailler ou à côtoyer des enfants bilingues, que ce soit des parents, des enseignants, des personnels de la crèche. Ce sont des enfants qui vivent une situation j'ai envie de dire qui est particulière. Ça, c'est pas vraiment. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants en France sont des enfants bilingues, mais c'est pas anodin, j'ai envie de dire. Donc, ce sont des enfants qui aujourd'hui, on en rencontre beaucoup et il y a encore beaucoup d'idées reçues, j'ai envie de dire, sur les bilinguismes. Encore beaucoup de gens qui disent à des parents « mais vous ferez mieux de lui parler français parce qu'il faut qu'il apprenne le français ». Beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses ou sinon, si votre enfant ne commence pas à parler anglais à 3 ans, il ne sera jamais vraiment bilingue. Des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Et ce livre-là, il est vraiment accessible à tous. On n'a pas besoin d'être expert. Et en même temps, il est très complet. Donc je le recommande. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les écoles bilingues, tentons de comprendre ce qui se joue au niveau cognitif chez ces enfants qui parlent 2 langues. C'est à Strasbourg que je me suis rendue pour répondre à cette question. Dans cette ville dont la proximité avec l'Allemagne fait émerger de vrais questionnements quant à la nécessité de maîtriser 2 langues, j'ai pu rencontrer Elisabeth Demont et Anne-Sophie Bess, toutes 2 chercheuses en psychologie. Donc, je m'appelle Elisabeth Demont, je suis professeure en psychologie du développement cognitif à l'université de Strasbourg. J'ai fait des études à l'université de Dijon, sous la direction de Jean-Emile Gombert, en m'intéressant à l'apprentissage de la lecture. Et lorsque je suis arrivée à Strasbourg, du fait de la localisation de Strasbourg et de l'existence de classes bilingues,
j'ai ouvert mes thématiques à l'étude de l'apprentissage de la lecture dans un contexte bilingue, ou en tout cas en situation d'apprentissage d'une deuxième langue. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Besse, je suis maître de conférence en psychologie cognitive du développement à l'Université de Strasbourg, au LPC. J'ai fait ma thèse à Rennes, sous la direction de Jean-Émile Gombert, sur l'apprentissage à la lecture en contexte de français langue seconde. Puis je suis maintenant sur Strasbourg et je m'intéresse évidemment à des questions comme le bilinguisme et l'impact du bilinguisme scolaire notamment et chez l'enfant. Du coup, petite question pour qu'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce qu'on entend par bilinguisme ? En recherche, en tout cas. Alors en recherche, il y a plusieurs définitions du bilinguisme, mais pour faire simple, c'est l'utilisation, la compréhension de deux langues, voire même plusieurs parfois, qui va d'une maîtrise partielle à une maîtrise totale. Donc on est plutôt sur des définitions qui parlent de continuum et qui englobent plusieurs formes de bilinguisme, qu'une définition très stricte qui serait un bilinguisme équilibré, total, qui correspondrait à deux monolinguismes simultanés. Voilà. Donc ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas forcément un bilinguisme simultané, mais on peut tout à fait avoir ce qu'on appelle un bilinguisme consécutif, autrement dit un enfant qui apprend, qui acquiert une deuxième langue après avoir acquis sa langue maternelle. Alors que dans l'esprit de beaucoup, on pense effectivement bilingue lorsque l'enfant évolue immédiatement dans un bain linguistique où on lui parle les deux langues, deux ou plusieurs langues effectivement. Et pour se mettre dans le contexte, avant de rentrer dans le bilinguisme, peut-être quelles sont les grandes étapes qu'on peut voir dans le développement de l'enfant qui lui permettent d'acquérir une langue. Donc par exemple sa langue maternelle en premier, et peut-être ce sera les mêmes étapes pour une deuxième langue, mais comment est-ce qu'il arrive à acquérir ce langage ? Donc l'enfant dispose effectivement dès la naissance, voire même avant la naissance, de capacités précoces à traiter la parole. Et c'est à partir de ces capacités précoces qu'il va effectivement acquérir le langage. Alors tout d'abord, on peut déjà souligner, parce que je pense qu'on y reviendra par la suite, qu'il va développer avant tout des capacités de compréhension du langage avant d'être en mesure de produire du langage. Et que lors du développement du langage oral, il va, dans un premier temps, devoir impérativement comprendre le caractère arbitraire du langage, c'est-à-dire que les mots, ce qu'on appelle les signes linguistiques, n'ont aucune ressemblance avec ce qu'ils sont en train de désigner. Il n'y a aucune ressemblance entre le mot « chat » et l'écriture d'ailleurs du mot « chat » avec ce qu'il est censé représenter. Donc l'enfant va justement devoir comprendre que tous les objets peuvent être désignés, tous les objets, les personnes avec lesquelles il intervient peuvent être désignés par des mots et que ces mots sont une pure convention d'un groupe. Et lorsque justement il est en situation de bilinguisme, il va justement devoir intégrer que le même objet va devoir être désigné par des mots différents. Donc ça, c'est véritablement dans l'acquisition du langage, la première nécessité, c'est de comprendre que l'environnement, les objets, les personnes peuvent être désignés à l'aide de mots, que ces mots sont purement arbitraires, purement conventionnels, et que il va l'intégrer d'autant plus facilement lorsqu'il est dans une situation où il y a plusieurs langues qui justement vont désigner de manière différente le même objet. Et puis au niveau de la production, donc là on est vraiment sur l'aspect compréhension du caractère arbitraire. Au niveau de la production, l'enfant va devoir passer, vous parlez d'étapes, donc par une étape prélinguistique, c'est-à-dire qu'il va vocaliser. Je vais donner l'exemple du fameux papa, papa, papa ou mama, mama, où les parents pensent que leurs enfants sont en train de les désigner, alors que pas du tout, l'enfant est en train de babiller. Et puis ensuite, une deuxième étape qui est vraiment l'entrée dans le langage, une phase linguistique, où cette fois-ci, il va intégrer justement cette notion du mot, du caractère conventionnel. Et l'enfant, initialement, donc, a les capacités de traitement de la parole. Et ce qui est très intéressant à retenir, c'est que son système perceptif est sensible à tous les contrastes phonétiques. C'est-à-dire que l'enfant naît avec des capacités qui lui permettent de percevoir tous les contrastes phonétiques de toutes les langues. Et progressivement, il va perdre cette capacité pour ne devenir sensible qu'aux seuls contrastes phonétiques qu'il entend autour de lui. Donc un enfant qui évolue dans un milieu bilingue
va effectivement maintenir cette capacité à percevoir tous les contrastes phonétiques des langues qu'il entend autour de lui. Si l'enfant évolue dans un milieu où il entend une seule langue, progressivement, son système perceptif va se spécialiser d'une certaine manière pour ne percevoir que les seuls contrastes phonétiques qui ont un sens dans la langue qu'il entend. Et puis, on retrouve ce même phénomène au niveau de la production. C'est-à-dire que initialement, dans le babillage, dans les cris des enfants, on va entendre des sons qui sont caractéristiques d'autres langues. Et puis progressivement, il va à nouveau se spécialiser. Alors ceci étant, je peux peut-être faire un petit bémol, parce qu'il y a des études sur les pleurs des bébés, notamment à l'ENS à Paris, dans le laboratoire de Anne-Christophe, qui ont montré que les bébés allemands pleurent dans leur langue et les bébés français pleurent dans leur langue. Donc il y a, dès la naissance, effectivement une empreinte, je ne sais pas comment on peut dire, mais une influence, en tout cas, des caractéristiques des langues que l'enfant entend ou a entendu quand il était in utero. Et vous parliez d'une sensibilité du coup qui est de moins en moins forte pour certains phonèmes. Est-ce que du coup il y a un âge à partir duquel ça va être plus compliqué de devenir bilingue, ou est-ce qu'en fait on peut tout le temps devenir bilingue et on arrive à retrouver cette sensibilité-là ? Alors cette perte de cette sensibilité s'observe à partir de milieu de la première année de vie, où là l'enfant commence à perdre cette capacité, et on considère qu'effectivement, il y a des études expérimentales qui montrent qu'effectivement à la fin de la première année, il y a vraiment une perte, un peu comme nous, où on est plus sensible à des contrastes phonétiques qu'on n'entend pas au quotidien dans notre langue. Donc on a cette perte à partir de la première année, où là les enfants ne sont plus sensibles, les nourrissons ne sont plus sensibles aux contrastes phonétiques qu'ils n'entendent pas. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir apprendre une autre langue. Donc oui, il y a un âge où c'est plus facile pour acquérir plusieurs langues, mais c'est bien sûr pas à la fin de la première année que cette perte de sensibilité indique que l'enfant ne va plus pouvoir devenir bilingue. Donc tout au long de notre vie, on peut apprendre une deuxième langue, même à 50 ans, même à 60, même à 70 ans, mais il est évident qu'on aura ce fameux accent, parce qu'on aura perdu cette sensibilité dans la perception des contrastes. On considère que effectivement, jusqu'à 5-6 ans, c'est sans aucun doute la période la plus idéale pour acquérir une deuxième langue, et donc devenir bilingue. Mais on peut acquérir une deuxième langue jusqu'à très très tard dans notre vie. Simplement, effectivement, sans aucun doute, on aura, en termes de prononciation, peut-être en termes de sensibilité au contraste phonétique, une moins grande facilité. Alors il y a quelques années, ça commence à dater, maintenant ça fait quelques dizaines d'années même, il y avait certains orthophonistes qui déconseillaient aux parents d'apprendre 2 langues à leur enfant, ce qui disait que ça créait un retard dans l'apprentissage du vocabulaire et que c'était délétère pour la langue maternelle, celle qui était parlée dans le pays habité. Est-ce qu'effectivement ça crée des difficultés comme ça dans la première langue, ou est-ce qu'il n'y a pas spécialement de difficultés et c'est plutôt bénéfique pour l'enfant d'apprendre 2 langues à la fois ? Alors, c'est vrai, avant de passer la parole à Anne-Sophie, c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré que c'était une surcharge cognitive pour l'enfant d'acquérir 2 langues simultanément. À l'heure actuelle, les travaux scientifiques vont plutôt dans le sens d'un bénéfice pour les enfants dans l'acquisition de 2 langues simultanément, et non pas dans cette notion de surcharge cognitive. Non, je pense qu'effectivement, on est revenu beaucoup sur ce point de vue où on évitait de parler trop de langues dans les contextes familiaux. Maintenant, on est dans une position plutôt inverse. On sollicite, on conseille aux parents de parler leur langue, aussi pour la maintenir, parce qu'il y a aussi des questions identitaires qui se jouent et c'est important pour les familles. Et en termes d'apprentissage, non, effectivement, que les 2 langues soient apprises simultanément, l'enfant va stocker
des éléments dans son système cognitif et les deux langues vont être intégrées. Donc il y a effectivement, parce que elles sont intégrées, il va y avoir des échanges, effectivement des interférences qu'on a longtemps considérées comme négatives, mais en fait, qui sont des interférences normales et même souhaitables, on pourra en reparler, qui peuvent avoir des conséquences plutôt bénéfiques justement pour la cognition de l'enfant. Donc effectivement, c'est des enfants qui jonglent avec des langues, qui peuvent mettre plus de temps pour récupérer le sens d'un mot, la forme d'un mot quand ils voient un concept ou une image ou un objet, mais ça n'est pas délétère et voilà, ça peut prendre un peu plus de temps pour se mettre en place, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif. Si on pensait que si on déconseillait, c'était parce qu'effectivement, on pouvait observer qu'il y avait une sorte de décalage. Et ce décalage, il était simplement lié au fait que, comme je le disais tout à l'heure, les enfants, ils doivent intégrer le fait que les choses peuvent être dénommées. Or, un enfant qui est en milieu bilingue, eh bien, il va devoir intégrer non seulement ce caractère arbitraire et conventionnel, mais il doit comprendre que le même objet, il doit être désigné de deux manières différentes. Donc, ça peut expliquer justement ce petit décalage au départ qui est simplement lié au fait que l'enfant intègre ce caractère conventionnel et doit comprendre que le même objet va pas être désigné de la même façon. Donc, ça peut aussi expliquer justement pourquoi à un moment donné, en observant éventuellement, et c'est pas systématique, ce décalage, on disait « Ah, mais non, il faut surtout pas parce qu'il va y avoir des confusions. » Et puis aussi parce que il est possible que l'enfant utilise un mot dans une langue pour désigner l'objet et éventuellement ne connaissent pas le mot dans l'autre langue. Et donc, d'où on voit les enfants qui peuvent jongler et utiliser le mot en anglais parce que on lui a désigné cet objet en premier avec un mot en anglais. Et puis, il a du mal à le désigner en français. Donc, il va peut-être éventuellement, non pas mélanger les langues, mais utiliser le vocabulaire qu'il a à sa disposition. Et ce vocabulaire, dans certains cas, effectivement, ça va être le mot anglais qui va lui venir et non pas le mot français. Là, on parle du coup du vocabulaire et au niveau de la grammaire, comment ça se passe ? Si c'est deux langues, par exemple, qui sont assez éloignées au niveau syntaxique, est-ce que c'est compliqué pour l'enfant de comprendre l'organisation de la phrase et de faire des phrases correctes ? Est-ce que c'est des enfants qui mettent plus de temps, du coup, à réussir à faire des phrases qui sont correctes syntaxiquement ? Ou est-ce qu'il y a une compréhension du fait que les phrases ne s'organisent pas de la même manière dans les deux langues et du coup, quand on est dans une langue, on l'organise d'une manière et puis on va changer d'organisation dans la deuxième ? Donc, au niveau du développement du langage oral, effectivement, les enfants vont acquérir donc, le vocabulaire, mais ils vont très vite combiner les mots. Et ils vont combiner les mots et progressivement, en fait, inférer les règles à partir du modèle, du bain linguistique qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils infèrent vraiment les règles qu'ils entendent en commettant en même temps un certain nombre d'erreurs. On a tous entendu des enfants qui vont dire à un moment donné « j'ai pendu ». Mais le fait d'avoir dit « j'ai pendu » a bien indiqué qu'il a extrait des règles, dans le cas présent des règles morphosyntaxiques, et qu'il va, dans certains cas, les surgénéraliser. Donc un enfant qui évolue dans un milieu où il y a plusieurs langues, eh bien, il va devoir extraire les règles syntaxiques des deux langues qu'il entend parler. Il y a quand même sur les connaissances des règles syntaxiques, alors ça va dépendre aussi de la langue. En fait, plus la langue est maîtrisée, plus tout va bien se passer. Si la langue est un peu moins maîtrisée, là effectivement, ces règles-là, elles vont mettre du temps à être connues et à être retenues. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a deux distinctions à faire peut-être. En fait, une distinction, c'est-à-dire que si l'enfant acquiert naturellement, en contexte familial, où il entend les deux langues dès sa naissance, ça va se faire naturellement. Il va effectivement inférer. Si l'enfant est plutôt dans un système de bilinguisme successif, consécutif, alors effectivement, il aura déjà maîtrisé sa première langue, il aura acquis les caractéristiques, les connaissances sur sa langue, et lorsqu'il va être confronté à sa deuxième langue,
peut-être en système scolaire, en milieu scolaire. Là, effectivement, il va vraiment devoir faire un travail de réflexion en disant « Ah, bon, en français, c'est sujet, verbe, complément. Là, je suis dans une autre langue où l'organisation est un peu différente. Et donc, il faudra vraiment qu'il fasse ce travail peut-être d'analyse. » Mais un enfant qui évolue dans un milieu bilingue, il va extraire effectivement les règles caractéristiques de sa langue. Oui, à ce propos-là, il y a quelque chose d'assez amusant chez les bilingues, parce que justement, concernant cette faculté, notamment quand on arrive à prendre du recul avec cette langue qui est apprise consécutivement, ou pas, mais souvent consécutivement, c'est que on distingue assez fortement ce qui est justement de la forme, des règles syntaxiques par exemple, de grammaire, et du sens. Et il y a du coup, ce sont des enfants, par exemple, qui sont capables de s'extraire du sens d'une phrase pour en analyser les règles syntaxiques beaucoup plus facilement que des enfants monolingues, par exemple. Donc, ils ne maîtrisent pas forcément mieux les règles, mais ils sont capables de s'abstraire du sens pour se focaliser sur des aspects beaucoup plus formels, ce qu'a beaucoup plus de mal à faire un enfant. Voilà, un enfant va juger une phrase comme Blanche-Neige est une sorcière comme forcément fausse. Un bilingue peut accepter que sémantiquement, il y a quelque chose qui est erroné, mais on peut en analyser au-delà du sens des aspects beaucoup plus grammaticaux, par exemple. C'est vrai qu'en fait, c'est lié à la fonction du langage. Le langage est fait pour communiquer du sens. Et donc, effectivement, les enfants vont être focalisés avant tout sur la signification, sur l'aspect sémantique, comme vient de le dire Anne-Sophie, avant de faire cette analyse au niveau de la syntaxe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les feedbacks qui sont donnés aux enfants, les feedbacks des parents sont des feedbacks avant tout sur les aspects sémantiques. Tout en même temps, en corrigeant. Quand on reprend les enfants, on corrige effectivement leur syntaxe, mais la focalisation est avant tout sur l'aspect sémantique. Est-ce que c'est juste ce qui est dit? Est-ce que c'est correct? Et simultanément, on va corriger l'enfant sur l'aspect syntaxique. Mais ce qui est intéressant, c'est même une phrase qui est incorrecte syntaxiquement, les parents vont le reprendre, mais le feedback est toujours en premier sur l'aspect sémantique. Oui, puis tout à l'heure aussi, Elisabeth parlait un petit peu de la relation arbitraire, conventionnelle du langage et des signes linguistiques. Justement, là aussi, ce qui peut constituer un avantage des bilingues, justement, à s'abstraire un petit peu, à regarder le langage comme un objet. Hein. On est ici dans une analyse qu'on appelle métalinguistique, en fait. Et ils sont assez bons parce que, justement, avec deux langues, ils savent qu'ils comprennent cette relation arbitraire. C'est que finalement, un concept, on peut lui donner deux mots dans deux langues différentes, mais que, par contre, le mot correspond à un concept et qu'on ne peut pas interchanger comme ça. Chaque langue utilise un mot particulier, mais on ne change pas de mot comme ça pour parler d'un même concept. Donc ça aussi, c'est une des spécificités des bilingues et un avantage parce que du coup, voilà, on a une distance et on regarde les langues, le langage en regardant les erreurs, la forme, les règles, donc en s'extrayant beaucoup plus des aspects sémantiques et communicationnels. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de l'aspect compréhension-production, donc la compréhension. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe quand on apprend une deuxième langue. On comprend une deuxième langue avant éventuellement d'être en mesure de produire du langage dans cette deuxième langue. Il y a une troisième activité qui est justement cette activité métalinguistique dont parlait Anne-Sophie, c'est cette capacité à réfléchir sur le langage. Et cette capacité à réfléchir sur le langage, comme vient de dire Anne-Sophie, va se développer de façon beaucoup plus précoce chez les enfants qui évoluent dans un milieu bilingue, soit milieu bilingue à la maison, soit dans un milieu où on va les scolariser dans un site bilingue. Donc ils vont développer cette capacité d'observation, cette capacité de réflexion, cette capacité métalinguistique, comme le disait Anne-Sophie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette capacité est fondamentale pour les autres apprentissages. Donc le développement de cette capacité métalinguistique va avoir plus précoce, va avoir
une incidence positive, un avantage très important dans les autres apprentissages et notamment dans l'apprentissage de la lecture. Et c'est justement ce que nous étudions ici et notamment par les travaux de Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a des facteurs, alors là on a parlé déjà du temps d'exposition un petit peu, de l'âge d'exposition à la seconde langue, est-ce qu'il y a des facteurs comme ça qui vont faire que c'est plus ou moins facile pour l'enfant d'apprendre une deuxième langue ? Alors parmi les facteurs, on peut en énoncer plusieurs. Déjà, peut-être comment la deuxième langue est perçue. Et donc c'est vrai que là, ça va être plus peut-être du côté des sociolinguistiques, où est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va parler de bilinguisme additif, c'est-à-dire que les deux langues sont effectivement valorisées, ou est-ce qu'on sera plutôt sur un bilinguisme soustractif, une des deux langues étant dévalorisée. Donc ça peut être effectivement un des facteurs qui va intervenir. Un autre facteur qui peut intervenir, ça va être justement, tout à l'heure on parlait du degré de proximité des langues. Le degré de proximité des langues peut être aussi un facteur qui va intervenir. Il est évident que l'âge intervient. Plus l'enfant est précocement confronté à une deuxième langue, plus cela va venir faciliter cette acquisition. On parlait aussi à un moment donné qu'il fallait qu'une des deux langues soit identifiée à une personne. Donc on conseillait aux parents, par exemple, voilà, le père parle avec une langue, la mère avec l'autre langue. Il y a eu une extension dans les sites bilingues où on va, notamment en Alsace, dans les sites bilingues à parité horaire, on va demander à ce que certaines disciplines, certaines matières soient enseignées par un enseignant qui va parler aux enfants dans la langue, dans cette langue, donc par exemple en français, et puis l'autre enseignant, lui, ne parlera avec les enfants qu'en allemand. En Alsace, les sites bilingues, c'est français-allemand, pour enseigner certaines disciplines en allemand. Mais au quotidien, en dehors de l'enseignement de ces disciplines, il est attendu que l'enseignant ne parle aux enfants qu'allemand. On a longtemps pensé que peut-être qu'il valait mieux séparer les langues chez les bilingues et on pouvait demander aux parents, par exemple, que un parent parle une et une seule langue à l'enfant. Donc on avait des situations où c'était une personne, une langue, pour bien identifier les langues et les personnes qui pouvaient être locuteurs. Maintenant, on pense qu'à partir du moment où les locuteurs sont bilingues, qu'ils puissent faire appel aux deux langues, qu'ils puissent passer de l'une à l'autre selon les nécessités. C'est quelque chose qui est envisageable et qui ne pose pas de difficultés et qui n'amène pas à des troubles ou à quelque chose de délétère pour les apprentissages en fait. Donc on est un peu revenu sur ce point-là, à condition évidemment que les locuteurs parlent les langues. Parmi les autres facteurs, l'écrit, il y a aussi l'instruction, le fait qu'il y ait un enseignement bilingue scolaire, évidemment ça va impacter, et on voit bien que les effets positifs du bilinguisme sont un peu décuplés quand il y a un apprentissage formel des deux langues et notamment de l'écrit. La proximité, il y a aussi tout ce qui est un peu spécificité des langues, leur saillance. Il y a des unités où il y a des dimensions du langage qui sont plus ou moins saillants ou visibles dans les langues. Et du coup, ça facilite aussi la prise de conscience et la manipulation de ces dimensions. Si on est sur le versant écrit, la transparence, donc la transparence, opacité d'une langue, du système écrit d'une langue, va effectivement va influencer fortement. Certaines langues, chaque son, chaque phonème s'écrit toujours de la même manière. Et inversement, chaque lettre, chaque graphème, si on veut être précis, se prononce toujours de la même manière. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle les langues transparentes, comme l'italien, l'espagnol ou l'allemand également. Et de façon beaucoup moindre, le français et encore moins l'anglais,
où effectivement, là, on est sur des systèmes qui sont très opaques. Donc, ce qui a été montré, c'est que lorsque les enfants acquièrent le système écrit, entrent dans le système écrit dans une langue transparente, il va y avoir une facilité aussi pour intégrer les règles qui peuvent être beaucoup plus opaques dans d'autres langues. Donc, c'est aussi l'intérêt de confronter les enfants très tôt à 2 systèmes écrits. Donc, bien sûr, il faut, en contexte bilingue, ou dans la perspective d'amener un enfant à acquérir plusieurs langues, maîtriser plusieurs langues, il faut bien sûr que ça passe par l'oral. Mais il y a aussi de l'intérêt à passer par l'écrit, parce que l'enfant confronté à un système écrit va transférer ses connaissances pour acquérir, pour maîtriser, pour développer des connaissances sur le système écrit de la 2e langue qu'il est en train d'apprendre, qu'il est en train d'acquérir. Et une fois qu'on a acquis cette 2e langue, est-ce que le fait d'être bilingue, ça va favoriser, ça va faciliter le fait d'acquérir encore une 3e ou une 4e langue ? Ou alors, si ces langues ne sont pas spécialement proches des 2 premières qu'on a acquises, ça n'aura pas forcément d'impact ? Je pense que l'enfant développe des capacités à jouer avec le langage, à jongler avec les langues. Donc effectivement, le fait d'avoir développé cette agilité cognitive lors de l'apprentissage, lors de l'acquisition de 2 langues, c'est évident que ça peut être étendu, c'est pas un bon mot, ça va être généralisé à d'autres langues, parce que c'est finalement le même mécanisme qui va être à l'œuvre. C'est justement comprendre quelles sont les spécificités des langues, qu'est-ce qui les distingue, qu'est-ce qui est universel, donc qu'est-ce qui est identique dans toutes les langues. Et donc effectivement, il va y avoir cette généralisation qui va se faire assez facilement. Oui, et puis en fait, ils utilisent des connaissances, des acquisitions qu'ils ont déjà mis en place dans les langues antérieures, les premières, et ils réapprennent pas tout. C'est-à-dire qu'ils se servent, par exemple dans le champ de la lecture, ils ont compris ce principe d'associer à chaque son une lettre ou un groupe de lettres, et ils vont le réappliquer sur une autre langue. Donc en fait, ils gagnent quand même beaucoup de temps avec ces acquis préalables qu'ils réappliquent à une autre langue. Il y a une notion sur laquelle, quand j'interviens auprès des étudiants, on est en psychologie du développement, c'est la notion d'acquisition et d'apprentissage, de développement et d'apprentissage. Je crois que lorsqu'on est sur du bilinguisme simultané, c'est-à-dire du bilinguisme où les enfants évoluent dans un milieu bilingue, on est vraiment sur l'enfant acquiert de langue, développe naturellement de langue. On est vraiment sur une acquisition qui est une acquisition naturelle. La notion d'apprentissage, c'est lorsque l'enfant a acquis une 2e langue, en contexte scolaire, on va lui apprendre, comme on nous a appris, une 2e langue. Et là, on va apprendre une 2e langue. Et à l'heure actuelle, dans les sites bilingues, on essaye de reproduire non pas l'apprentissage d'une 2e langue, où on va apprendre quelles sont les règles grammaticales, quels sont les vocabulaires, et puis on répète exactement ce qu'on fait dans les cours d'apprentissage d'une langue seconde. Mais on va essayer de développer, et c'est l'intérêt pour un peu faire le lien avec notre collègue qui a ouvert cette classe, on va être sur amener les enfants à acquérir le plus naturellement possible une 2e langue. Donc dans une situation où on va communiquer, donc ça ne va pas être un enseignement de la langue, mais ça va être un enseignement dans une 2e langue. Et c'est cette notion qui est vraiment intéressante, c'est non pas apprendre une 2e langue, mais c'est acquérir une 2e langue. Donc quand je parle vraiment d'acquisition, je suis vraiment sur quelque chose de le plus naturellement possible. Et tout en apprenant le plus naturellement possible, l'enfant doit faire ce travail dont on parlait tout à l'heure, de réflexion sur le langage,
d'analyse métalinguistique, d'analyse du langage, sur quelles sont les caractéristiques. Justement, en parlant d'acquisition, quelque chose qui est de plus en plus à la mode, c'est de proposer des activités aux enfants dans une langue étrangère. Est-ce qu'il y a un temps minimum d'exposition qui est nécessaire pour qu'on puisse acquérir cette langue comme ça sans avoir de cours vraiment formels sur la grammaire, sur le vocabulaire, etc. Ou est-ce que le fait d'être exposé, dans tous les cas, même si c'est 1 à 2 heures par semaine, c'est suffisant pour se familiariser, tout du moins avec cette langue-là, et puis pouvoir l'apprendre plus facilement plus tard? Moi, je pense que c'est sans doute préférable de confronter les enfants le plus précocement possible à plusieurs langues. Ceci étant, il faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Il faut tenir compte aussi de son développement. Ça, je pense qu'il ne faut jamais imposer quelque chose sous prétexte que c'est bien, on est dans un monde où il faut maintenant maîtriser une deuxième langue. Il faut quand même tenir compte de l'enfant, toujours. Donc des fois, les parents projettent leur désir sans tenir compte de est-ce que l'enfant a la maturité suffisante, est-ce que l'enfant a le goût, est-ce que l'enfant y voit un intérêt. Donc ça, c'est une première chose. Donc, une fois que j'ai fait cette petite parenthèse, oui, moi je pense que c'est important, effectivement, de montrer à l'enfant, finalement, à quoi sert de parler une autre langue. À quoi sert de parler une autre langue. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit artificiel. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un sens pour l'enfant, un intérêt. Donc, oui, je communique et je peux communiquer dans une autre langue. Et ça a un sens de communiquer dans une autre langue. Maintenant, en ce qui concerne la durée, il ne faut pas être naïf. On ne va pas acquérir une autre langue, une deuxième langue, une troisième langue, en pratiquant la langue 10 minutes par semaine, 1 heure par semaine. C'est un travail, le mot travail ne va pas, mais maîtriser une langue nécessite de la pratiquer. Voilà, de la pratiquer et sans doute de la pratiquer dans différents contextes. Parce que plus on pratique une langue dans différents contextes, plus on va acquérir du vocabulaire différent. Puisque ça va être le vocabulaire qui va être dans le contexte. Donc, je crois que oui, c'est bien d'amener l'enfant à pratiquer d'autres langues. Je pense que là, on peut l'encourager. De là à penser que l'enfant va maîtriser une deuxième langue en la pratiquant juste 1 heure par semaine dans un contexte particulier, ça va être nécessairement insuffisant. Ça va être forcément insuffisant parce que voilà, c'est limité dans un temps donné, dans une activité donnée. Donc on va acquérir juste le vocabulaire qui est en lien avec l'activité. Donc il faut vraiment qu'il y ait une pratique. Et d'ailleurs, si je reviens sur les sites bilingues à parité horaire en Alsace, on conseille aux parents donc les enfants ont un enseignement 12 heures dans une langue française, 12 heures dans l'autre langue, mais on incite les parents à aller en Allemagne, à montrer des vidéos, des DVD aux enfants dans l'autre langue, à lire dans l'autre langue pour que justement il y ait une généralisation. Donc ma réponse pour moi elle est vraiment pas tranchée, c'est oui, il faut encourager, mais en même temps, ne pensons pas que parce qu'on va amener l'enfant à faire 1 heure de gymnastique et où on va lui parler en anglais à ce moment-là, ou en allemand, ou en russe, ou en japonais, ça va être suffisant. Il faut que ça soit beaucoup plus généralisé, il faut que ça soit vécu presque. Oui, c'est ce que j'allais ajouter, mais c'est une autre façon de dire ce qu'a dit Elisabeth. En fait, il faut que la langue, elle serve à quelque chose. Il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait une motivation à parler. Si c'est juste apprendre des mots voilà, qui correspondent à des termes de gymnastique, la motivation ou l'intérêt ou le sens et l'utilisation et à quoi sert la langue est plus limité que voilà, aller regarder des films, aller au marché et parler avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses amis, avec une communauté, cette langue-là qui du coup, a un objectif de communication très fort. Moi, ce que je dis aux parents, c'est
transmettez vos langues que vous connaissez, qui a aussi un enjeu identitaire, qui a du sens pour vous. Si vous êtes serbe, apprenez le serbe à votre enfant. Et il apprendra très bien l'anglais. La dernière question, c'est donc si vous aviez une œuvre, donc ça peut être un livre, ça peut être une exposition, ça peut être un film, sur le bilinguisme à conseiller aux auditeurs. Sur des ouvrages qui sont faciles à lire et assez passionnants, il y a l'ouvrage de Ranka Bijeljak-Babik sur l'enfant bilingue chez Odile Jacob, qui est qui est une mine d'or, parce qu'il y a beaucoup de résultats, beaucoup de données, mais en même temps c'est très abordable, donc je le conseille vivement. Et puis un Que sais-je sur l'acquisition de plusieurs langues de Michel Kyle, également au PUF, donc également assez vulgarisé, puis sur un format très synthétique. De ces interviews, nous pouvons tirer 2 enseignements. Le premier, c'est qu'il est intéressant d'exposer assez jeunes les enfants à une seconde langue. Le deuxième, c'est qu'il faut que cette exposition ait un sens. Que l'enfant ait envie de pouvoir communiquer dans une autre langue, que ce soit par le jeu, à l'école, ou pour conserver le patrimoine culturel d'un de ses parents à la maison. La question du bilinguisme doit aller bien au-delà de considérations élitistes et redonner au langage son plein rôle, celui de permettre de tisser du lien entre les individus. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour l'épisode numéro 6. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.